Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Pour cette deuxième saison, je vous avais promis du changement et on continue donc sur cette lancée. Après un intermède rock, fin août, septembre et la rentrée sont arrivés. Nombre d'entre vous viennent de s'installer dans la capitale et je sais combien ces premières semaines peuvent être difficiles, surtout d'un point de vue administratif. C'est pourquoi, pour vous aider, j'ai un cadeau pour vous. Un guide gratuit dans lequel je vous explique les démarches essentielles à effectuer à votre arrivée pas à pas. Pour le recevoir, c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur le site Dessine-moi Munich toutattaché.com et vous le recevrez par email. Enfin, si vous avez besoin d'inspiration, c'est maintenant avec le nouvel épisode. Dans ce deuxième épisode de la deuxième saison, je rencontre Aurélie. Avec Aurélie, nos chemins se sont littéralement croisés il y a un peu moins de 20 ans. Nous avons partagé les mêmes couloirs d'un lycée parisien et fait les mêmes études, sans jamais pour autant nous rencontrer ni faire connaissance. Il a fallu attendre ma rencontre avec Marie-Charlotte pour que l'idée commence à germer. J'ai entendu parler d'Aurélie pour la première fois via son premier roman « Vous reprendrez bien un petit chou » et c'est aussi la mention de ce roman qui a conduit à concrétiser notre rencontre. Contrairement à l'habitude, je ne vais pas vous faire de résumé de l'épisode, car ce dernier est extrêmement riche et je préfère limiter cette introduction. Quelques mots-clés cependant. Vie parisienne, Shanghai, job de rêve, working mom, Amazon, amour maternel, Munich, roman, Louis Vuitton, auto-édition. Un inventaire à l'après-vert en guise d'amuse-bouche pour vous présenter un témoignage inspirant, généreux et profondément authentique. Aurélie est une femme ambitieuse et courageuse qui fait des choix volontaires, sait tirer profit des situations même difficiles pour rebondir et se réinventer et qui suit son cœur et sa passion. Elle nous montre à travers son expérience que l'expatriation peut être le moment opportun pour se découvrir, tenter de nouvelles choses et trouver un nouveau rôle tout aussi épanouissant que le précédent. J'espère de tout mon cœur qu'il donnera non à nombre d'entre vous du courage et des idées. Bonjour Aurélie. Bonjour Hélène. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Ah non, merci de m'avoir invitée, je suis ravie. Très impressionnée. Tu es née à Aix-en-Provence, alors, ou pas? Je suis née à Aix-en-Provence. Moi, je ne me suis pas trompée. En 1982. C'est une ville qui est très chère à mon cœur, que j'aime énormément. J'y ai habité jusqu'à mes 17 ans. Pas exactement, puisque j'ai fait 2 ans à Marseille. C'était très loin pour mon lycée. Et je suis partie à Paris à 17 ans, où je suis restée donc à 12 ou 14 ans. 14 ans. Voilà. Et Munich, alors peut-être déjà tu rencontres, on en a parlé un petit peu avant, tu rencontres ton mari pendant tes études. Donc, alors je rencontre mon mari pendant mes études en école de commerce le premier jour. Et vous faites directement une première expatriation. Voilà, alors pas directement puisque ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, 4 ans, qu'on avait déjà décidé de se marier. Donc mon mari a fait la fixette de partir en Chine, il n'avait jamais mis les pieds en Asie, contrairement à moi pour le coup. Et donc il a trouvé un VIE à Shanghai, donc on est parti 1 an et demi à Shanghai. Là j'ai travaillé aussi sur place et c'est vrai que ça a été une expérience formidable pour nous. Au bout du monde, on n'avait pas d'enfants, donc c'est très facile, une telle expatriation. On a beaucoup voyagé tous les deux et on est rentrés au bout d'1 an et demi en se disant qu'on voulait repartir. Et donc vous êtes rentrés à Paris ? On est rentrés à Paris, on voulait se former en fait, puisqu'on avait bien conscience qu'à Shanghai, on n'arriverait pas à se former exactement dans le métier de nos rêves et que ce qu'on faisait, c'était des métiers qu'on aimait beaucoup mais qui n'étaient pas le métier de nos rêves. Donc on est rentrés. On a retrouvé le métier de nos rêves à Paris, mais on savait qu'à terme, on repartirait. Il y repartir, d'accord. Donc on est resté 6 ans. Et le métier de tes rêves à Paris, tu peux nous en parler un peu plus? Alors le métier de mes rêves à Paris, en fait, c'était... j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton. J'avais fait 1 an déjà de stage chez eux quand j'étais en école de commerce.
Alors, il faut savoir qu'en fait, quand j'ai fait une école de commerce, c'était pas du tout dans un objectif de travailler dans le luxe ou dans la mode. Au contraire, j'avais une grande appréhension de ce milieu. Moi, j'étais rentrée en école de commerce pour travailler dans l'édition. D'accord, oui, parce que j'allais te demander, ce qu'on n'a peut-être pas dit au départ, c'est qu'on aurait pu presque se croiser, puisqu'on a fait toutes les deux une classe préparatoire littéraire. Voilà. Donc, a priori, pareil pour moi, l'égyptologie, rien à voir avec le Ça mène à comme tout, quoi. hein. D'accord, et maintenant je comprends, tu voulais travailler dans l'édition, Alors, parce voilà, que tu avais ouais. déjà une passion donc, pour les livres et l'écriture. En fait, j'avais une passion depuis toute petite pour la littérature. J'avais commencé à écrire, je pense, en CE1 ou en CE2, l'histoire de la famille Papillon, dont j'ai malheureusement perdu, que j'illustrais, dont j'ai malheureusement perdu les cahiers. Donc là, je garde précieusement les romans qu'écrit mon fils déjà. Parce que voilà, donc après, j'ai vraiment écrit au collège. J'ai commencé à écrire des petites nouvelles. Et puis, j'étais passionnée de littérature. Je lisais énormément. J'ai fait, comme tout le monde à l'époque, parce qu'on m'a un peu forcé la main, j'ai fait un bac scientifique, mais j'avais toujours dit que je voulais faire une des études littéraires. Donc j'ai fait mes 3 ans d'études littéraires à Paris, en prépa. Et là, donc je faisais vraiment latin-grec toute la journée. En plus, j'étais option latin-grec. Et j'étais complètement déconnectée de la vie réelle. Et là, j'ai eu très peur, en fait. J'imagine que ça fait un choc, ouais. Oui, j'ai eu un gros choc. C'est pour ça que j'ai pas réussi à franchir le pas tout de suite, en fait. Donc, en 2e année, j'ai passé une école de commerce. Et à la surprise générale, en passant un latin LV1 et grec LV3, je l'ai eu. Et donc, j'étais tellement déboussolée de ça que j'ai refait une année de prépa pour réfléchir, en fait, à tout ça. Et puis, au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'être professeure de latin, même si j'adorais. Donc j'ai continué, je suis allée dans mon école de commerce où j'ai rencontré mon mari le premier jour, comme quoi c'était écrit. Et j'ai quand même continué, en fait, j'ai fait un DEA attention, de latin de la Renaissance. Ok, oui. Ce qu'on appelle le néo-latin. Et plus je le faisais, plus, même si j'avais une passion pour tout ça, plus je me suis rendu compte que c'était pas la vraie vie, enfin pas la vie dont je voulais en fait. C'était extrêmement passionnant, mais c'était pas ce que je voulais. En plus, j'avais pris que des sujets rigolos puisque je voulais pas en faire carrière, donc je m'intéressais beaucoup à la magie et la sorcellerie à la Renaissance. C'était J'avais lu Harry Potter et j'étais très inspirée. Donc voilà, donc j'ai écrit des mémoires que personne ne lira jamais. Et j'ai adoré, mais c'était pas ça. Donc quand je suis rentrée en école de commerce, c'était vraiment pour rentrer dans l'édition. Sauf que rien ne s'est passé comme ça. J'ai commencé à chercher un stage dans l'édition, et donc en année de césure. Et j'ai été assez énervée, en fait, assez rapidement. Le hasard a fait que j'ai passé un stage un entretien dans une maison de grande conso. Je sais pas comment je me suis retrouvée là, parce que c'était vraiment pas pour moi. Et à l'entretien, on m'a presque demandé si je savais compter. Parce que j'étais littéraire, voilà. Et j'ai dit, mais en fait, j'ai fait... Tu avais un parcours atypique. J'ai fait une école de commerce, de la finance, etc. Oui, je sais compter, ça me semble évident. Et du coup, j'ai voulu... je me suis dit, attention, oh là là, j'ai voulu faire voler en éclats, en fait, cette image de littéraire qui ne savait pas compter et qui m'énervait beaucoup. Et le hasard a fait que j'ai trouvé un stage en événementiel chez Louis Vuitton, où ils cherchaient quelqu'un qui avait déjà fait un peu d'événementiel. Et moi, j'organisais un festival de théâtre à l'école. Donc, ils ont trouvé que j'étais la bonne personne. Et ça a été une révélation parce que j'ai adoré, contre toute attente, moi qui n'étais vraiment pas du tout orientée mode, orientée luxe, orientée tout ça, j'ai adoré Louis Vuitton. Ça a été un coup de foudre. Donc, j'ai fait mon année de stage qui a été très riche. Après, c'est une belle boîte. Hein. Oui, très riche et très difficile, mais vraiment extraordinaire. Et j'y suis revenue, en fait. Déjà en Chine, j'avais cherché à y retourner. Et j'y suis revenue, donc 6 ans, en 2008, où là, j'ai été en développement produit, en maroquinerie. Donc c'est vrai que sur le papier, j'avais un boulot qui faisait rêver beaucoup de gens. J'étais tout le temps dans l'atelier. Surtout sur mon dernier poste, je travaillais au développement des mâles et des pièces exceptionnelles sur commande. Pendant ces 6 ans-là, si je dis pas de bêtises, tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants pendant ces 6 ans-là, donc à la parisienne avec des congés mat réduits. Je travaillais donc jusqu'à... ma nounou partait à 18h45, donc j'avais quand même des grosses journées. Et je n'envisageais pas qu'on puisse faire autrement, en fait. Mais voilà, vous êtes partie à Munich. Alors, ouais, qu'est-ce qui...
Comment vous arrivez à Munich et qu'est-ce qui fait que vous prenez la décision de partir? Alors, je pense qu'à un moment, on est arrivé à un point où on avait besoin de changement. On avait toujours dit qu'on repartait. Mon mari, entre-temps, il avait changé de boîte. Il a commencé chez Amazon en 2012. Et il se trouve qu'Amazon avait son siège à Munich, en Allemagne. Donc, sa petite sœur était déjà à Munich, donc on connaissait la ville. Et on avait ce désir de repartir. Et donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va ? Et effectivement, où est-ce qu'on peut tous les deux trouver un travail ? Et Munich faisait partie des villes. Donc on s'est dit, Munich, c'est la ville où on va surtout gagner en niveau de vie, enfin en qualité de vie, par rapport à Paris, où on est toujours dans les bouchons, etc. Donc on avait écarté Londres aussi pour ça. Et finalement, donc, on s'est décidé pour Munich. Et donc tu connaissais la ville via ta belle-sœur. Non, j'étais allée une fois en 5e un jour et une fois la voir un week-end. D'accord, oui, donc c'était quand même réduit. Et t'avais quelle image au début ? Très montagne, oui, puis mais j'avais quand même entendu dire que c'était très sympa. Ok. Et nous, tout ce qu'on voulait, en fait, c'était quitter Paris un peu à tout prix. On était très heureux, hein, mais on se galérait pas mal quand même, pour être honnête. On avait des enfants qui étaient sans avoir de choses graves, qui étaient tout le temps malades, on courait tout le temps. Bon, ils sont toujours tout le temps malades, et on court toujours tout le temps. Mais voilà, c'est pas pareil. Alors, il y a aussi le fait que ni mon mari ni moi, on est parisiens à la base. Donc moi, j'ai grandi dans une ville, une vraie ville, mais qui est une petite ville quand même. Oui, et puis bon, Aix, c'est pareil. Avec une qualité de vie à Aix qui est incroyable. Mon mari, il a beaucoup bougé, il déménageait tous les 2 ans, mais voilà, on n'était pas parisiens. J'ai adoré, j'ai vécu dans le 5e arrondissement. Paris est une ville fantastique pour les étudiants, même si bon, en prépa, j'en ai pas beaucoup profité. Voilà, mais j'avais pas envie en fait que mes enfants grandissent à Paris. Donc comment se passe la décision ? Tu m'as dit tout à l'heure, ton mari lui arrive à se faire, il se fait muter en interne chez Voilà, Amazon. alors on décide vraiment tous les deux de partir et on sait que l'un d'entre nous devra démissionner. Donc on décide de ne pas partir en expatriation, de faire vraiment un mouvement. Donc lui, il se trouve qu'à Munich c'était parfait puisque Amazon et Louis Vuitton avaient leur siège. Donc lui, ça n'a pas été si facile que ça, mais lui a réussi à se faire, à trouver un poste sur Munich, donc ce qui a été le déclencheur. Moi, je n'ai pas réussi, à ce moment-là, le siège de Louis Vuitton était très petit, je n'ai pas réussi à avoir ce changement, mais c'est pas grave, j'ai démissionné de mon métier de rêve. Ouais. Mais voilà, c'était plus important pour nous de partir. Et je me suis retrouvée donc à Munich en étant persuadée néanmoins que j'ai tout fait. On arrivait en juillet et j'étais persuadée qu'au 30 septembre, j'aurais retrouvé un nouveau boulot. Quoi. Pour donner une date, juillet 2014. 2014, d'accord. Donc tu arrives l'été. J'imagine que tu t'occupes de faire la rentrée pour les enfants. Oui. Ils étaient petits en plus, ils avaient 4 et 2 ans, tout juste. Donc je m'occupe de... Voilà, je m'étais dit, je me laisse septembre, donc j'étais un peu à l'ouest. En fait. Et vous étiez dans l'appart là où on est aujourd'hui ? On était là, oui. Et ça a été compliqué à trouver ? Non, on a eu beaucoup de chance, on l'a trouvé tout de suite. Et c'est possible. D'ailleurs, il est libre. Ouais. Donc voilà, donc moi j'étais persuadée que le 1er octobre, j'allais recommencer un boulot. Et j'avais tout préparé pour que ça se passe comme ça s'était passé en Chine, en fait, où en 15 jours, j'avais eu 3 offres. D'accord. Et j'avais tellement d'entretiens, en fait, au début, chez LVMH, que l'idée ne m'était pas venue que ça n'allait pas se faire. Oui, tu t'es dit, ça va marcher, en fait. Voilà. Et puis, ce mois de septembre, où j'allais chercher les enfants à l'école, ça ne m'était jamais arrivé. Et mon fils était en moyenne section, et l'autre était à la crèche. Et ça a réveillé quelque chose en moi. Quand mon fils était en petite section à Paris, je suis allée le chercher une fois à l'école dans toute l'année. Et c'est parce que l'école m'avait appelée. Donc c'était... voilà, ça se fait pas du tout à Paris. Et donc là, d'aller le chercher le soir, je me suis dit, en fait c'est sympa, quoi. Et de voir aussi qu'il y avait beaucoup de parents qui venaient chercher leurs enfants le soir. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout à Paris 8e, quoi. Et donc je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Et puis le boulot n'est pas venu, en fait. Donc ça a été le premier point. Donc je me suis lancée dans 6 mois intensifs d'allemand, puisque les raisons pour lesquelles j'ai pas eu mon boulot, c'était que je parlais pas assez bien allemand. Donc j'ai fait 6 mois intensifs d'allemand. Tu prenais tes cours à la Volkshochschule et je faisais 3 heures par jour, donc vraiment du bourrinage. Mais je voulais absolument parler allemand. L'après-midi, je cherchais un boulot, j'avais tous les trucs avec l'Agentur für Arbeit à régler.
Et puis j'ai passé une tonne d'entretiens et en fait, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Avec l'allemand souvent qui bloquait ou... Oui, parce que dans le luxe, comme les sièges sont tous à Paris, il fallait parler extrêmement bien allemand. Oui, pour avoir là. Et c'était pas mon cas. Moi, je suis rentrée en B2. Et quand j'ai arrêté les cours, j'étais en T1, donc j'étais quand même pas mal. Oui. Mais ça, c'était pas encore assez... le problème, c'est qu'après, ça dépend... Mais c'est vrai que quand tu fais du marketing, si tu dois rédiger, parler, etc., c'est un niveau juste courant, c'est peut-être pas suffisant. Et puis surtout, avec des marques de luxe comme ça, je pense qu'il faut que tu sois vraiment complètement bilingue ou que l'allemand soit ta langue. Et voilà, je ne l'étais pas. Donc pour faire une formation, moi je fais beaucoup de formations. Pour faire une formation en luxe, en allemand, j'avais pas le niveau requis. Donc, mais en fait, ces 6 mois m'ont fait énormément réfléchir au fait que j'aimais beaucoup m'occuper de mes enfants comme ça le soir. D'accord. Que c'était quelque chose que je n'avais pas et que je n'avais pas envie de laisser. Mmh. Donc même si je retrouvais un travail en entreprise, je ne prendrais pas de babysitter le soir. C'était le premier point. Donc ce qui a été une grosse réflexion dans ma vie et qui est très importante puisque ce choix-là de savoir si on prend un boulot à plein temps ou si on s'occupe des enfants, c'est le dilemme central en fait de mon premier roman. De savoir comment on gère sa carrière. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que te vient l'idée du livre? Non, pas du tout. À ce moment-là, il y a un premier tournant professionnel qui est que je me suis mise à mon compte parce qu'il se retrouve qu'une école de commerce, une business school d'ici, cherchait un professeur en marketing du luxe. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'enseigner. Et donc, je me suis dit, pourquoi par moi? Ils m'ont pris. Donc, j'ai passé 3 mois à écrire ce cours et c'était une activité intellectuelle passionnante. Et là, deuxième point, je me suis dit, j'ai envie de continuer à enseigner. Et il s'est passé quelque chose, en fait, cette année-là, donc on était en 2015 d'un point de vue littérature, c'est que donc j'avais un peu épuisé les cours de la Volksschule en allemand, et je suis arrivée en C1. Et en C1, on peut choisir un peu, on peut faire son petit marché dans les cours. D'accord. On n'a pas un programme d'une semaine. Et là, j'avais un cours d'écriture créative en allemand. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, mon Dieu. Mais j'en pouvais tellement plus du cahier d'allemand avec les exercices que j'ai pris ça. Et alors, je me suis retrouvée dans une salle, on était 12, avec des espèces de poètes fous qui s'extasiaient dès qu'on écrivait une ligne en allemand. Alors, je pensais que j'étais incapable d'écrire quoi que ce soit en allemand. Ils nous donnaient un sujet et puis on avait 10 minutes pour écrire en cherchant dans le dictionnaire, donc ça devait être truffé de fautes. Et là, en fait, ça faisait 10 ans que j'avais rien écrit. Mon dernier texte datait de la prépa. Et c'est un texte épouvantable donc, que je ne ferai jamais lire à personne parce qu'il est tellement ampoulé et inspiré de ce que je lisais en prépa. Et donc là, en fait, j'étais contente de ce que j'ai écrit en allemand. J'étais même très fière de moi. Et je les ai fait lire à mon mari. Bon, ok. Et puis les gens me disaient dans ce cours que c'était bien. Mais j'y accordais assez peu de crédit, en fait. Donc j'ai dit oui. On m'avait même proposé de lire mon texte au Festival de littérature étrangère de Garmisch, donc j'étais très, très flattée. Waouh, la star. Mais je crois que ça n'a pas été fait. Et ça a été un déclic, en fait, parce que en juillet de la même année, donc là, je venais de finir d'écrire ce cours, ça m'a pris 3 mois sur le luxe, et j'avais un mois un peu vide. Et là, il y a eu un gros déclic, c'est que c'était les 40 ans de mariage de mes parents et je leur ai écrit une rétrospective en 3 semaines de notre vie, sur les 40 dernières années. Et donc, ça faisait, là, pour le coup, c'est un texte de 100 pages, pas travaillé du tout, vraiment brut. Et je leur ai envoyé par surprise ce texte. Et je pense que la grosse surprise, ça a été que mon mari, qui va jouer un gros rôle dans cette histoire, ne savait pas que j'écrivais. Et donc, il m'a dit, en fait, je comprends pas. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et tu n'as jamais rien écrit. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je croyais juste que tu avais l'écriture facile et que tu écrivais bien des cartes postales. Je dis non, en fait, j'ai toujours voulu écrire. Ok, puis on en a resté là. Et puis les gens qui ont lu mon texte à l'époque l'ont dit, franchement, c'est bien. Donc j'ai commencé à ouvrir et j'ai envoyé le texte à 2 amis très littéraires qui m'ont dit, Aurélie, il y a un truc quand même, voilà. Et puis mon mari a commencé à militer en me disant, et si t'écrivais? Et il a d'autant plus milité que c'est quand même extraordinaire, mais quand il était à Paris avant de travailler chez Amazon, il bossait dans la grande conso. Et dans son bureau, il avait 2 jeunes femmes. Il y en a une qui s'appelle Aurélie Vallogne, et qui est aujourd'hui la 3e auteure la plus vendue en France, et qui s'est lancée par Amazon. Et la 2e s'appelle Anne-Gaëlle Huon, et elle est en train de faire un carton. Je ne sais pas si vous avez lu ses livres. Voilà, donc il a 2 collègues de bureau qui sont devenus des auteurs de best-sellers. Okay. En passant, alors pour Aurélie Vallogne, par l'auto-édition. Et pour Anne-Gaëlle Huon, je ne suis pas sûre, en fait, de si elle est passée directement par l'auto-édition ou si elle a été éditée.
Mais donc en fait, il était persuadé en fait que c'était facile de devenir un auteur best-seller. En tout cas, il savait que c'était possible. Oui, on va dire maintenant c'est plus facile de commercialiser un livre et tu peux Voilà. effectivement le faire sans avoir besoin d'une maison d'édition, mais après c'est pas le même engagement, le même coût. Exactement, mais en tout cas il m'a dit, tu sais, tu peux éditer un livre, puisque moi le vrai problème c'était que je me disais je vais pas écrire un livre qui ne verra jamais le jour en fait, c'est juste déprimant. Et il m'en a parlé mais vaguement, et en fait l'année d'après il s'est passé encore un an puisque j'ai été enceinte, j'ai beaucoup travaillé cette année-là en 2015. Juste avant l'arrivée du bébé, il m'a dit mais écris ce livre, lis des ouvrages techniques, etc. J'ai commencé à lire un petit ouvrage technique qui s'appelait Écrire un roman et qui m'a donné déjà quelques bases, mais j'ai laissé en plan. J'ai commencé à glaner des images, je savais que je voulais écrire sur la maternité, mais rien n'est venu. Et donc j'arrivais pas à le formaliser, donc en fait, là c'était en février 2016, j'étais très enceinte, et puis après j'ai arrêté, le bébé est venu, voilà. Et puis le projet est resté dans l'oubli pendant encore au moins 1 an. Parce qu'en septembre, j'ai recommencé à travailler en freelance. J'ai eu beaucoup de travail cette année-là. Et il s'est passé en fait plus d'1 an, puisque j'ai commencé à écrire ce livre en septembre 2017. Donc plus d'1 an, presque 1 an et demi après la naissance de mon fils. J'avais énormément travaillé en conseil cette année-là. J'étais contente parce que je m'étais fixé un chiffre d'affaires pour ma première année de consultante et je l'avais atteint en juillet. Et donc là, ça a été encore mon mari qui m'a dit « C'est peut-être l'unique occasion de ta vie que tu as d'écrire ce livre, donc écris-le ». Et il m'a montré Amazon KDP. Il venait de faire un livre sur Amazon KDP pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc j'ai vu que c'était extrêmement facile, en fait. J'étais pas obligée d'avoir un éditeur pour que mon livre soit lu. Et c'était vraiment le critère. Là, tu dis c'est extrêmement facile, oui, après il faut quand même écrire le livre. Alors oui, non, mais publier le livre, c'était facile, en fait. Oui, mais... Et donc après, ça a été un peu un pari fou. Et donc j'ai commencé en septembre, il a été édité en décembre, donc ça a été très rapide en fait. Ok, ouais, c'est allé super vite. Le vite. deuxième est allé beaucoup, mais j'ai fait que ça. Enfin, je faisais 6 heures de cours par semaine. Ouais, et donc comment ça se passe? Donc tu te fixes l'objectif, tu te dis voilà, je me donne 3 mois pour écrire le livre, et tu disais là que tu n'avais pas encore l'idée de ce que tu voulais écrire, tout. Alors j'avais lu un petit livre de méthode en fait, tout simple, mais de Anaëlle Verdier, donc Écrire un roman, qui m'a quand même donné une petite méthodologie et que j'ai suivie. Après, ça reste un premier roman. Je l'aime beaucoup, mais aujourd'hui, mon deuxième roman sera beaucoup plus retravaillé. Et je me suis dit, voilà, on va essayer de le faire en 4 mois, mais de manière très rigoureuse. J'avais lu qu'il fallait beaucoup de rigueur. Et donc, je l'ai fait tous les jours, sauf les 6 heures de cours par semaine que je donnais. Et c'était un tel challenge, en fait, que je me suis enfermée pendant 2 mois et je n'osais en parler à personne, même pas à ma famille. Parce que je me disais... Alors déjà que quand je dis aux gens, alors dans un dîner d'expatriés, quand on dit aux gens qu'on est consultant, généralement ils traduisent par « tu fais rien à la maison ». C'est vrai. Je dis oui. Donc c'est juste pense, un joli quand t'es mot à ton compte, voilà, tu dis oui, bon, ok. Alors je me disais, bon déjà personne me prenait au sérieux. Si j'arrive en disant que j'écris un roman, non mais là ça va être la totale. Plus personne me prendra jamais au sérieux. Non, parce qu'ils vont dire oui, effectivement, elle fait vraiment rien. En fait, c'est bien ce qu'on disait. Et du coup, j'en ai même pas parlé à mes parents, à ma famille. Je les ai pas appelés à cette période-là parce que j'osais pas leur en parler. Mais Progrès, ton mari était au courant pour une fois. Mon mari était au courant et en fait, c'est lui qui cravachait derrière pour que j'écrive ce livre depuis le début. Et même, il suivait tout puisque j'avais fait une première... En plus, donc j'ai écrit une première version assez rapidement, en 1 mois et demi. Donc j'étais très fière. Et là, j'ai fait un petit collège de lecteurs dans lequel il y a beaucoup de Munichois, dont certains sont portés volontaires. Il y avait 10 personnes qui l'ont relu. Et ça a été une première douche froide. Et des personnes que tu connaissais, là, pour le coup, à qui oui, c'était que des personnes que je connaissais. Mais certains s'étaient portés volontaires quand j'ai fini par accepter de parler de ça. Et ils ont joué leur rôle à la perfection, parce que c'est pas évident quand c'est des amis de dire écoute, y a un truc qui cloche. D'avoir un feedback objectif, ouais. D'avoir un feedback objectif. Et ils l'ont fait, sans peur de me blesser, oui. J'ai eu 1 semaine pour digérer avec le sourire. Parce que les retours étaient quand même assez... ils ont fait un rôle de critique, en fait. C'était ce dont j'avais besoin.
Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra qui m'a dit c'est très joli, mais c'est pas un roman. C'est juste une succession de scènes, en fait. Donc il faut en faire un roman. Et donc là, comme je m'étais précipitée sur ce roman sans prendre la peine de faire un plan, en fait, j'ai dû tout pilonner. J'ai dû tout recommencer. Et le mois de novembre, ça a été atroce. J'ai fait x2 sur la taille de mon livre parce que pour chaque scène existante, j'en ai rajouté une. J'ai dû tout changer, tout restructurer. Et je suis arrivée exsangue, en fait, au bout, en me disant, de toute façon, là, je peux pas, on était en décembre, je peux pas faire plus que ça. Mais tu avais quand même gardé la trame de ton histoire, tu n'as pas tout refait. Non, j'ai gardé toutes les scènes, mais alors D'accord. tout a été changé. Et surtout, en termes de contenu, il y avait quelque chose d'important, c'est que j'avais écarté, je t'ai parlé tout à l'heure de ces moments de maternité tristes dont je ne voulais pas parler, et que j'avais écarté, et en fait, j'ai pas réussi à les écarter, ils sont revenus. Et c'est aujourd'hui, ils font partie des scènes fortes de ce livre-là, qui était basée sur des histoires, une histoire qui est arrivée autour de moi, très proche, et que j'avais envie de raconter. Et donc là, on est arrivé au moment où mon mari voulait tellement que j'arrive au bout du projet, qu'il m'avait déjà fait lancer la couverture, etc. Il a eu raison. Donc j'insiste sur la couverture, puisque c'est une illustratrice munichoise, bien connue, je pense, Hélène Badeau, qui a fait la couverture, qui est une amie aussi. Et depuis le début, je voulais que ce soit elle qui fasse cette couverture. Mais le problème, c'est que comme je n'osais en parler à personne, je n'osais pas lui demander. Bah oui. Et évidemment, elle ne s'est pas moquée de moi, en fait, quand je lui ai passé la commande. Et elle a fait exactement le type de dessin que je voulais. Mais c'était presque un coming out littéraire d'oser dire j'écris un roman. J'avais vraiment peur que tout le monde se moque de moi. Et donc réécriture, et là la deuxième version, tu la publies directement, tu l'as fait relire à nouveau Je l'ai fait relire à 5 personnes cette fois-ci, 2 qui l'avaient déjà lu et 3 qui ne l'avaient pas lu, et cette fois-ci je n'ai choisi que des femmes, contrairement à la première version, parce que je pensais quand même que c'était un livre qui allait plaire beaucoup aux femmes. On pourra revenir là-dessus parce que ça a été la grosse surprise du livre. Et j'étais exsangue, j'ai dit de toute façon je ne peux pas aller au-delà de ça. C'est trop, ça a été trop de souffrance de le repilonner. Je faisais 7 heures par jour à un moment, je faisais plus que ça. Et l'écriture, contrairement au boulot, c'est complètement obsessionnel en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on se réveille la nuit pour écrire des choses. Enfin, on y pense tout le temps. Quand j'allais chercher les enfants à l'école, j'étais à côté de la plaque. Donc pour le deuxième, j'ai fait de manière très différente. Je faisais 4 heures le matin et ensuite 2 heures de pause pour être là en fait quand je venais les chercher. Et donc là, le moment est arrivé. Le livre était fini. On était début décembre. J'avais rien préparé, en fait. Et donc là, je me suis dit, je vais jamais oser le mettre en ligne. Je vais jamais oser le vendre à qui que ce soit. Avec un pseudo, sinon. Surtout qu'à la fin, j'ai déjà un pseudo, parce qu'à l'école, on ne me connaît pas sous ce nom-là, mais il y a ma photo au dos du livre quand même. Donc, et donc, je me disais, j'arriverai jamais à le vendre. Et là, le livre était en ligne. Et j'ai fait une annonce juste à ma famille en disant mon livre est en ligne. Et mon frère a balancé le truc sur Facebook. Et du coup, les ventes ont commencé. Et donc la machine était lancée. Et j'ai été très très stressée pendant 3 nuits. Je dormais plus parce que plein de mamans de l'école que je ne connaissais pas ou que je connaissais juste en les croisant le matin m'ont dit j'ai acheté ton livre. Je me suis dit mais c'est la catastrophe. Que vont-elles penser si elles n'aiment pas ? Et excuse-moi, comment ça se passe ? Parce que je ne connais pas exactement là, le système Amazon. Donc, tu peux, j'imagine, commander la version Kindle, enfin en ligne. Moi, c'est ce que j'ai. Et après, si tu veux le livre en papier, il imprime... Il imprime à la commande. Okay. Donc, c'est vraiment une révolution dans le monde de l'édition, puisqu'on peut imprimer tout et n'importe quoi, comme ça. Sans frais aucun et sans risque. Contrairement à un éditeur à compte d'auteur qui va demander une avance, souvent assez élevée. Alors après, il n'y a pas que Amazon qui fait ça. Il y a Librinova, il y en a plusieurs qui proposent différents types de services. Mais aujourd'hui, il y a une vraie plateforme dans l'auto-édition qui est en train de bouleverser complètement toutes les règles de l'édition. Puisque dans les très grands auteurs, dans les auteurs qui vendent beaucoup, aujourd'hui, ce sont beaucoup d'auteurs qui viennent de l'auto-édition. Donc en fait, ça fait un peu comme une plateforme, un supermarché. On fait le test en fait pour l'éditeur avant. Oui, c'est ça. Ça permet de voir si le livre plaît, marche. Et on peut être opéré comme ça. Moi, j'ai été appelée par un éditeur qui m'avait vu
comme par hasard, la semaine où j'étais best-seller, avec le macaron best-seller Amazon. Donc en fait, on peut se faire repérer. Il est très important, quand on est en auto-édition, que les lecteurs viennent mettre un commentaire. Oui. Parce que dans le fameux algorithme d'Amazon, plus on a de commentaires 5 étoiles, plus on remonte. Donc c'est un double algorithme qui prend en compte les ventes et le nombre de commentaires. Les gens ont beaucoup joué le jeu avec moi. Aujourd'hui, j'ai 80 commentaires, enfin 79. Et c'est beaucoup, en fait, pour Amazon. Mais on peut toujours en réécrire, c'est toujours et bien. on peut toujours en réécrire, en fait, parce que plus il y en a, plus ça donne un gage de qualité. Parce que les gens, et puis surtout les gens à qui ce livre n'est pas destiné, ne vont pas l'acheter s'ils voient les commentaires et s'ils se disent, bon, bah, finalement, c'est un truc de maman ou de papa et ça ne me correspond pas. Et donc ça marche tout de suite bien. Donc ça marche tout de suite. Le livre ? Oui. Ah non, mais enfin, alors, au global... Parce que comment tu le fais connaître ? Parce que tu dis, oui, j'ose pas parler, donc ok, ton frère poste sur Facebook, mais après, justement, pour... Alors, mes copines l'ont tout acheté, très gentiment, déjà, pour commencer. Donc, j'en ai vendu 80. Je crois que j'ai atteint les 100 au jour de l'an, donc... mais je m'étais dit, bon, ben voilà, là, les 100, je commence à avoir écumé mon réseau. Donc déjà, il y a une première heure de vérité qui va être, est-ce que le livre leur plaît ? Et ça met un peu plus de temps à voir, parce que tout le monde ne lit pas le livre tout de suite. Et ensuite, est-ce que je vais être capable d'aller au-delà ? Donc aujourd'hui, je suis pas non plus, j'en ai pas vendu 25 000, j'arrive à 3 000. Alors je crois qu'un premier tirage en édition, c'est plutôt dans les 500. Donc on est quand même très au-delà. Et je sais qu'au-delà de 1000, on commence à intéresser les maisons d'édition, etc. Comment tu as communiqué uniquement donc, avec Amazon et ces commentaires là, qui ont fait remonter le livre, ou tu as fait d'autres... J'ai beaucoup regardé ce que faisaient les autres auteurs. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, puisque bon, j'en suis qu'à 3000, j'ai envie de dire. Et j'ai regardé ce que faisaient des auteurs un peu en vogue du moment, qui étaient dans le même créneau. Donc j'ai regardé, il y a des profils très, très sympas qu'on peut suivre sur Facebook. Il y a le profil de Anne-Gaëlle Lyon, qui, alors elle adore tous les sujets liés aux personnes âgées. Et elle fait des très très chouettes posts. En plus, c'est une auteure, j'espère que si elle écoute, qui est très sympathique et qui est très disponible quand on a une question. J'ai regardé aussi le profil de Virginie Grimaldi. Elle fait ses lettres à mamie, qui sont extrêmement drôles. Après, c'était pas forcément... je voulais pas recopier, hein, mais je me suis dit, tiens, il faut trouver... Non, mais trouver une inspiration. Voilà, il faut trouver une inspiration et parler d'autre chose que de son livre. Parce que si je parle que de mes ventes, finalement, et essayer de capter un petit peu plus... Alors moi, j'étais pas du tout calée en réseaux sociaux, donc j'ai débuté sur Instagram aussi. Et donc là, j'ai trouvé plusieurs choses. C'est pas toujours... je me cherche encore, mais j'avais envie de parler des petits clichés maman-enfant au quotidien, puisque c'est quand même le sujet de ce livre-là. Et la question de l'amour maternel, c'est aussi le sujet de mon second roman, de manière très différente. Donc voilà, j'essaye de faire à peu près une fois par semaine un petit cliché sur les enfants. Donc par exemple, hier, il y en a eu un sur la couverture. Je l'ai lu et j'ai trouvé super. Ouais. Épouvantable d'agenda. Je faudra que je m'excuse auprès de sa maîtresse. Que mon fils a fait sur son cahier de texte. Ah, tu disais oui, donc c'était, il pouvait dessiner ce qu'il voulait sur le cahier. Voilà, il pouvait illustrer sa couverture d'agenda et il s'est dessiné lui-même jetant son agenda à la poubelle. Et regardant la télé, je n'avais pas vu ce détail. Et avec poubelle vraiment marquée. Marquée en gros, poubelle. Pour être sûr qu'on comprenne. Donc en plus, si j'ose dire, ça correspond pas du tout à la personnalité de mon fils, qui adore l'école. Et... Donc j'étais honteuse de voir cette couverture. Donc je me suis dit là, c'est voilà, donc j'ai que des petits posts en fait comme ça sur un peu la vie d'une maman. Je mettrai de toute façon tous les liens sur l'article de blog, parce qu'après l'épisode, je fais normalement toujours un petit résumé de ce qu'on s'est dit, et puis avec les liens utiles, donc les auteurs dont tu as parlé, le lien vers ton livre bien évidemment, et puis le lien vers ton compte Facebook. Donc, effectivement, les posts sont très sympas. Les posts, voilà, c'est que de l'authentique, il n'y en a aucun qui est faux en fait. Même les plus absurdes sont tous inspirés d'histoires qu'on m'a racontées. Donc c'est des petites phrases voilà, que j'aime bien. J'ai essayé de les illustrer, donc je me suis formée aussi, parce que mes premiers visuels étaient affreux. Je me suis formée un peu sur Canva, qui est un logiciel très pratique. Alors pour les graphismes, donc là par exemple sur la table il y a mon marque-page à l'intérieur, là j'ai fait appel à une amie qui s'est reconvertie à Munich aussi et qui est graphiste, donc Lucie Folschein, et qui me fait aussi mon graphisme pour mes missions, pour mon travail en conseil, parce que ça c'est trop compliqué pour moi. Et non, alors je me suis vraiment investie dans la communication.
C'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir quelques commentaires déjà, un certain nombre de commentaires via mes amis sur Amazon. Et à partir de mars, j'ai commencé à ouvrir aux blogueurs. Donc là, c'était un pari très risqué. Donc là, tu envoies, c'est ça, à des blogueurs que tu voilà, cites, pour qu'ils lisent le livre et fassent, s'ils le veulent, Alors, généralement, quand ils acceptent le livre, ils font toujours une critique. Okay. Ils veulent le livre papier, mais c'est qui tout double. Oui, parce que ça peut être parce qu'ils peuvent positif, ne pas aimer. Et là, tout s'est très bien passé. J'ai contacté en 3-4 mois une douzaine de blogueurs qui ont tous joué le jeu, et c'était très sympa parce que certains n'avaient jamais accepté d'auteur auto-édité, et ils l'ont fait. Et je n'ai eu que des très bonnes critiques. Donc ça a été un petit boost aussi. Ça m'a donné beaucoup de crédibilité littéraire, notamment après pour contacter des éditeurs. Alors j'aimerais bien un jour tous les remercier. Il y en a avec qui j'ai gardé, en plus, que je suis vraiment depuis... Je me suis remise à lire aussi, parce que ça faisait 10 ans que je ne lisais pas. Je me suis mise à lire de... Oui, mais tu n'avais pas le temps. Oui, mais là, je me suis remise à lire de manière forcenée pour progresser, pour voir ce que faisaient les autres. J'avais refusé de lire pendant que j'écrivais ce roman. J'avais peur d'être influencée, d'être accusée de plagiat ou quoi que ce soit. Et donc l'année dernière, je me suis remise à lire. Donc j'ai plein de bons blogs, si vous voulez, des idées de lecture que j'aime énormément. Et les blogueurs là, que tu sélectionnes, tu les trouves comment ? C'est déjà des gens que tu suis, ou tu fais vraiment une recherche sur Internet et tu vas vers des gens qui te J'ai fait une recherche sur Instagram. Et pour commencer, je n'ai sélectionné que des blogueurs de taille modérée, puisque bon, là, les personnes qui avaient 20 000 followers, forcément, n'allaient pas être intéressées par mon livre, puisqu'elles sont énormément en relation avec les maisons d'édition. Donc j'avais assez peu de chance. Donc j'ai pris des blogueurs qui avaient entre 200 et 800 followers. Et je regardais beaucoup leur lecture. Donc au début, j'ai pris des blogueurs qui lisaient, qui aimaient le type de lecture que j'écrivais, puisque on est dans ce qu'on appelle un feel-good. Donc des lecteurs qui accrochaient sur le feel-good. J'ai pris un risque une fois, et je m'en félicite beaucoup. J'ai contacté un blogueur qui lisait que de la belle littérature. Ce que j'appelais de la très belle... alors, je ne dis pas du tout que le feel-good est au contraire, hein, puisque j'écris moi-même du feel-good, mais qui justement ne lisait pas de feel-good, parce que je voulais casser cette image, en fait, là, et montrer que le feel-good n'était pas... Il y a beaucoup de côtés d'images négatives qu'on associe à ça, et que le feel-good peut être aussi bien écrit. Et donc, je suis allée chercher ce blogueur, donc son blog, c'est La Bibliothèque de Juju, qui est un blogueur que j'adore, donc je vous conseille de le suivre. Et il écrivait extrêmement bien. Il écrit toujours, d'ailleurs, extrêmement bien ses chroniques. Et c'était ce qui m'a plu. Et je me suis dit, allons voir de ce côté-là, s'il va aimer. Et donc, j'ai été la première auto-éditée, je crois, qu'il ait choisi, et il a beaucoup aimé mon livre. Il a fait une très belle chronique qui m'a profondément touchée. Depuis, c'est un blogueur qui a énormément grossi en nombre de followers. Il est partout, et on est toujours en contact. Donc voilà, il y a eu beaucoup de belles histoires et de belles rencontres. Et donc, les blogueurs m'ont beaucoup aidée. Puis en juin, donc là, j'avais atteint les... je continuais à grossir mollement, mais j'avais dépassé... J'étais à 600-700, donc je pensais que j'allais atteindre mon max, en fait, rapidement. Mais mon livre continuait à vivoter tout seul. Et donc, en septembre, j'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition. D'accord, ok. Il y a une éditrice qui a réagi. Et alors, je peux pas rentrer dans... voilà, mais c'est une personne qui m'a soutenue, et sans elle, rien ne serait arrivé pour mon second roman. Et donc, qui a souhaité me rencontrer. Et donc, elle m'a dit, je pense votre livre a un potentiel, mais il faut le retravailler. Et là, je lui ai dit, en fait, je pense qu'il vaut mieux que j'écrive un autre livre. Parce que ça va être beaucoup de travail, et j'ai bien pris conscience de comment je pouvais... arranger les choses. Et puis toi, tu avais envie de passer peut-être à autre chose, une autre Voilà. histoire. Alors, je venais en plus en septembre de lire. Moi, la période de septembre est toujours assez creuse, en fait, en conseil, donc j'étais tranquille. Et je venais de lire un livre exceptionnel qui s'appelle L'anatomie du scénario, d'un Américain qui s'appelle John Trudy, qui fait 400 pages sur comment écrire des scénarios intéressants. Et j'avais passé un mois à le lire en prenant des notes, et du coup, je m'étais dit que j'allais l'appliquer. Et donc, fin octobre, cette personne me dit, venez me rencontrer en décembre quand vous passez, et venez avec vos projets. Tu parles de l'éditrice, là. Oui. Et je me suis dit, mais je n'ai pas de projet. Donc, j'arrive avec mes projets, et du coup, j'ai travaillé d'arrache-pied, en fait, parce que j'avais une vague idée.
Et je suis arrivée au rendez-vous avec un synopsis en 60 chapitres. Voilà, j'avais un vrai projet. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et c'est ce livre-là... Et le synopsis, c'est quoi? Donc tu as la structure du livre et les chapitres résumés. Alors j'avais 20 pages de synopsis, D'accord. donc c'est Pour avoir une idée de 60 chapitres avec 10 lignes à peu près. Ok. Donc tout était très structuré. En fait, j'avais passé tellement de temps à changer ma structure sur mon premier roman que là, j'avais décidé que je n'écrirais une ligne que quand la structure serait parfaite. Donc j'ai passé 3 mois en fait sur la structure. Et ensuite 3 mois d'écriture intensive. Et donc à partir de janvier, j'ai commencé à écrire ce livre à partir de cette structure-là. Et puis les choses sont intensifiées, je l'ai écrit. Je suis passée de 4 à 6, 7 heures par jour. Et je l'ai fini en mars. Et donc en mars, j'avais un livre prêt à être proposé. Donc les choses ne se sont pas faites exactement comme on les attendait, comme toujours, mais voilà, j'ai eu plusieurs contacts d'éditeurs à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Et donc j'ai signé en juillet avec Marabout pour la collection La Belle Étoile, qui est une nouvelle collection très jolie. Donc on a les livres sur la table qui sont très colorés, très graphiques. Une collection de littérature générale que Marabout relance, puisqu'on les connaît plutôt sur la vie pratique et le polar. Oui. Et comme m'expliquait la directrice éditoriale de Marabout, en fait, la littérature, à l'origine, était le cœur de Marabout. Donc, d'accord. Ils font un retour à l'origine, mais justement, sous le nom de La Belle Étoile, pour peut-être un peu casser ça, j'imagine. Ça, je ne sais pas, c'est mon interprétation. Et donc, mon livre sortira au printemps 2020 dans cette collection. Super. C'est la consécration. Donc sortie printemps 2020, d'accord. Donc on a encore quelques mois à attendre. On a encore quelques mois, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que mon petit chou, pendant ce temps, il continue son chemin. Contre toute attente, en fait, il s'est mis à se vendre beaucoup. Entre avril et mai, là, je suis passée de, on va dire, une petite quinzaine par semaine à 80, 90 par semaine. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un livre super sympa à lire, tu vois, pendant les vacances. Oui, mais il faut se rappeler qu'il n'est pas connu, en fait. Donc oui. Les gens, ils viennent par hasard. Et en fait, c'est ce fameux cercle vertueux des ventes quand on est vendu que sur Amazon, que plus on en vend, plus on est mis en visibilité, en avant. Pardon. Et là, du coup, mon livre est monté. Et il est arrivé premier dans sa petite catégorie je l'ai mis dans 3 catégories. Et donc là, j'avais un beau macaron best-seller, etc. Et ça a alimenté mes ventes comme ça pendant 2 mois. Donc j'ai dépassé les 1000, puis j'ai dépassé les 2000. Et là, je vais dépasser les 3000 incessamment, puisque du coup, j'ai été sélectionnée par Amazon pour une promotion du jour, qui a lieu avant-hier. Donc malheureusement, j'ai découvert que le soir même en regardant mes ventes, parce que l'été, c'est assez plat, les ventes de livres, en tout cas le mien. Et là, je vendais plus beaucoup. Et l'autre jour, en regardant mes ventes, je vois que je suis de nouveau best-seller partout. J'étais 1 dans mes 3 catégories, 3e sur l'ensemble des livres Kindle d'Amazon, ce qui est le Graal absolu, et plus de 420 livres vendus dans la journée. Ah ouais. Donc on parle de Kindle, on ne parle pas de livres. Oui. Mais donc pour moi, en gros, dimanche, j'ai gagné 420 lecteurs qui ne me connaissaient pas. Et hier, j'ai vu que ça avait un impact direct, puisque dans la journée, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Donc en fait, le livre n'a pas fini il continue en fait sa petite vie indépendamment aujourd'hui. Non, mais je pense qu'après, c'est l'avantage d'être sur une plateforme comme celle-là, c'est que si tu es bien placé, bien référencé, tu as une visibilité énorme que tu n'aurais peut-être même pas... parce que quand tu vois ce que tu as en librairie, il y a combien de références? Alors, et après, qui est-ce qui est mis en avant? Tu vois, pour percer comme ça, c'est extrêmement difficile. Là, hier, j'étais en front page en fait sur Amazon, donc forcément, c'est extraordinaire. Mais voilà, il y a quand même un point que je veux dire. J'espère qu'il y aura beaucoup de Munichois qui écouteront. C'est que la communauté munichoise m'a énormément soutenue dans ce livre. Et je pense que si j'avais pas été à l'étranger, avec une communauté soudée, peut-être que j'aurais jamais réussi à faire parler de mon livre. Et ça, c'est un point vraiment très important, puisqu'il y a vraiment des mamans de l'école qui l'ont acheté par curiosité au début, et qui ensuite l'ont offert, en fait, à Noël. Donc, la première année, évidemment, je n'osais pas trop faire de pub dessus.
Mais la deuxième année, donc l'année dernière, en fait, j'avais fait une soirée dédicace au Déjà Bu, qui a eu l'avantage, en fait, de me rendre très visible sur Munich à ce moment-là, parce que j'avais mis des flyers partout, dans tous les points français. La directrice de l'école m'a énormément soutenue, puisqu'elle a mis des affiches partout, qui sont restées des mois, en fait, sur les portes. Donc les mamans me voyaient, en fait. Comme j'ai pas le même nom, mais j'ai la photo. Et il y a eu un effet de bouche à oreille, en fait, à ce moment-là, qui est monté. Et j'ai eu, pour Noël, par exemple, j'ai eu beaucoup de commandes. J'ai une maman de l'école qui m'en a commandé 8 pour toutes ses copines. Et puis moi, j'ai accepté aussi l'idée que... parce qu'au début, j'avais très peur de vendre mon livre et qu'on ne le trouve pas bien. Et qu'au contraire, mon livre plaisait et pouvait être offert et acheté. Oui, tu étais plus à l'aise puisque tu as vu que tu avais effectivement, pour ainsi dire, que des retours positifs. Alors, non, je n'ai pas eu que des retours positifs. Les gens donnent... Non, c'est au contraire. Mon mari me dit que je devrais absolument avoir des retours négatifs sur Amazon pour que ça fasse vrai. Pour que ça fasse vrai. Alors là, ça y est, j'en ai 3 à 3 sur 5, donc ça va. Et puis c'est pas trop grave. Il y en a un qui a dit que c'était gnangnan. Il y en a un qui a dit que c'était pas réaliste. Voilà, donc c'est pas des trucs très graves. Puis c'est 3 sur... Non, j'ai reçu un mail une fois d'une personne qui m'a dit que mon livre était pas bon. Mais j'avais l'impression qu'elle avait pas lu le livre, en fait. D'accord. Parce que c'était un peu décalé, quoi. Elle parlait pas des bons personnages. Donc voilà, et puis on apprend aussi à se blinder. Hein. Et puis généralement, je vois bien quand je sais que quelqu'un l'a lu et je vois bien, en fait, si la personne me dit rien, généralement, c'est que la personne ne l'a pas lu. Alors après, n'a pas aimé. Mais après, j'ai aussi pris pour principe déjà de ne quasiment jamais l'offrir. Pas du tout, parce que... alors, je l'ai offert aux personnes qui m'ont aidée dans mon processus de développement. Mais je ne l'offre pas, par exemple, quand je vais à un dîner, parce que je ne veux pas forcer, en fait, les gens à lire mon livre. Ils ne sont pas obligés, en fait. C'est pas parce que j'ai écrit un livre qu'ils doivent le lire. Non, mais t'as ensuite raison. M'en parler, quoi. T'as raison, ouais. Donc, c'est vrai que je ne l'ai jamais offert à quelqu'un qui ne me l'aurait pas demandé. Tu peux nous faire le pitch en 2-3 phrases ? Je te laisse le faire, parce que je trouve que si c'est moi qui le fais en n'ayant pas fini... Alors, le livre est ce qu'on appelle un roman choral, puisqu'on a 5 personnes qui s'entrecroisent. 2 femmes, un enfant et 3 femmes, puisqu'il y a une jeune fille, un enfant et le mari d'une des héroïnes. Et donc, ça intéresse en fait à la vie des mamans au quotidien, puisqu'on est dans une semaine de ces 2 mamans. On déroule vraiment toute la semaine. Quelqu'un d'ailleurs m'a dit c'est pas crédible qu'il se passe autant de choses en une semaine, et j'avais envie de lui dire je sais pas, venez, hein, on fait un vie ma vie. Vous allez voir que j'en ai enlevé beaucoup. Et donc Julia est une maman de 2 enfants, elle habite à Aix-en-Provence, elle est très active, et comme toutes les femmes de son âge, elle a 35 ans, se pose la question du choix entre continuer sa carrière, elle a son propre cabinet de conseil en marketing, et la possibilité d'avoir un 3e enfant. Et à ce moment-là, évidemment, elle est contactée par une très grande, très prestigieuse maison de lingerie qui lui propose de devenir directrice marketing. Donc elle a un choix de carrière et de vie professionnelle et personnelle à faire dans cette situation-là. Elle va rencontrer une autre maman de l'école sur laquelle elle a énormément de préjugés, qui elle aussi se pose beaucoup de questions professionnelles. Donc on tourne vraiment sur la gestion, la charge mentale, la gestion de la carrière par les femmes. Il y a un homme qui raconte l'histoire aussi, donc le mari de Julia, qui évidemment travaille de manière très soutenue. Et j'ai vraiment voulu mettre un homme en fait dans ce roman et montrer un peu un papa modèle qui va à l'école, etc. Parce que j'avais un peu... tous les sites aujourd'hui sur la maternité, enfin pas tous, mais beaucoup de sites sur la maternité... on a l'impression que les femmes font tout. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup. Les hommes ne font rien. Et on se plaint tout le temps de ces hommes qui font rien. Et moi, en arrivant ici, ce qui m'a frappée, c'est de voir tous ces hommes à la sortie de l'école. Alors à Paris, je le voyais moins, puisque je n'allais pas à la sortie de l'école. Mais de les voir tous là, de voir très investis. Moi, mon mari est très investi. Mon frère aussi. Mes beaux-frères aussi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, en fait. Les hommes ne font pas rien. Je veux dire, c'est une question de génération. Ça dépend des hommes, mais... Voilà. Et du coup, j'avais envie de montrer un homme comme ça, en fait. De réhabiliter, en fait, les papas modernes qui sont super investis, parce que c'est vraiment la question de notre génération, hommes et femmes, de se demander quelle est notre place avec nos enfants.
Donc ça, c'était l'une des premières choses très importantes pour moi. Et la deuxième chose importante, c'était de montrer aussi que derrière aussi, quand on regarde des blogs sur la parentalité, on a toujours l'impression que les parents sont épuisés, etc. C'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de très belles choses. Et je voulais vraiment être du côté de ce qui est beau dans l'amour maternel. Il y a quelqu'un qui a fait un très beau commentaire. Alors, il se trouve que c'est mon cousin sur Amazon, mais c'est lui qui a fait le commentaire. C'est un papa de 50 ans et il a dit ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on apprend à revoir l'amour et à le chercher là où il se cache, en fait, au quotidien. Et que dans chaque petite chose, finalement, ça pourrait être très beau. Alors ça, c'est la maman que j'aimerais bien être. Après, la réalité, je ne suis pas aussi bien que ça. Mais voilà, il y a aussi un blog qui m'avait inspiré, que je suis, qui s'appelle Les Fabuleuses au foyer, qui m'avait été recommandé d'ailleurs par Marie-Charlotte à l'époque, et qui justement va montrer, est là pour réhabiliter, pour dire, bon, c'est dur, vous vous énervez parfois, mais vous n'êtes pas parfaite, et puis tant pis, quoi, on est quand même heureuse. Oui, je pense que c'est ça qui est en fait compliqué, c'est si t'as cette vision de la maman parfaite et en fait ça n'existe pas et puis c'est peut-être même mieux de pas être parfaite, tu vois. Alors du coup c'est vrai que ce livre c'est pas un thriller, hein. Il n'y a pas un suspense et des révélations comme dans un policier. Il y en aura beaucoup plus dans le second. Mais en fait c'est vraiment, je voulais parler de la vie ordinaire des mamans extraordinaires. C'est-à-dire que on donne toutes beaucoup de nos personnes et les papas aussi, je le redis, au quotidien. Et c'était ça dont je voulais parler. Donc il y a des gens à qui ça n'a pas plu, parce que justement ils disaient mais je rêve pas assez dans ton livre. Et il y en a, la majorité quand même des lecteurs m'ont dit en fait j'aime parce que c'est moi en fait. C'est pas c'est pas un super héros, c'est ma vie. Ouais. Et du coup j'ai aimé ton livre. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le second? Alors non, non, rien du tout. Je ne peux pas. Je ne sais même pas comment il s'appelle en fait. C'est en... non, et ça va reprendre la même thématique? Alors ça reprend de manière complètement différente le thème de l'amour maternel, qui est un sujet qui me travaille énormément, pour la simple et bonne raison que avant d'avoir des enfants, je n'étais pas maternelle du tout. Je suis une dernière de famille, j'ai jamais fait de babysitting. Les bébés ne m'intéressaient pas, c'était pas mon truc. Et je comprends. Voilà, et j'avais dit d'ailleurs, c'est ce que dit Julia, d'ailleurs je crois que c'est écrit à sa première page, la phrase au dos du livre, jamais, j'ai dit à mon mari, jamais je ne sacrifierai ma carrière à mes enfants. Je pense que c'est une phrase qui m'a marquée puisqu'elle est vraiment au dos du livre. Et puis quand mon fils est arrivé, mon aîné, ça a été... mais en fait, ma vie a été bouleversée. C'est un peu un mièvre de dire ça, mais mon rapport à mon travail a changé, en fait. Moi qui étais bouffée de stress au quotidien dans mon travail, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas important du tout, quoi. C'est devenu mon activité extrascolaire d'aller travailler. Mais avec l'arrivée du troisième enfant, ou est-ce que aussi c'est le fait... Non, au premier. Le premier, d'accord. Dès le premier. Et puis cette année-là, donc l'année de naissance de mon premier enfant, il y a eu donc ces deux événements très tristes autour de moi. Alors c'est des personnes qui ne sont pas à Munich, hein, donc donc personne ne se reconnaîtra. Une personne autour de moi a perdu un enfant à 4 mois après sa naissance, et cet enfant avait l'âge de mon fils à moi. Et comme c'est dans le cercle familial élargi, j'y pense souvent. Et ça m'a bouleversée parce que je ne pensais pas que c'était possible. Je me disais ça pourrait arriver à mon fils. Et ensuite, il y a eu, bon ça, elle ne sera pas fâchée que je le dise puisque je me suis resservie aussi de son histoire dans le roman, ma sœur qui attendait des jumeaux et la grossesse s'est arrêtée au milieu. Et là aussi, ça a été un bouleversement. Et j'avais envie de parler de ça aussi. Donc il y a eu cette année-là avec tout ça qui m'a beaucoup qui m'a fait découvrir en fait ce que c'était l'amour pour un enfant, quoi. Et tu t'organises comment maintenant actuellement tes journées, parce que j'imagine que ça te prend beaucoup de temps, ou tu arrives à jongler alors, en fait, avec ton autre activité? Alors en fait je suis extrêmement chanceuse, tout se passe toujours très bien. Quand j'écris, j'ai pas de mission, et quand je veux plus écrire, j'ai des missions. Donc pour l'instant ça s'est toujours très 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 bien goupillé. Après, j'ai souvent des cours, là, j'en ai pas appris ce trimestre-là, mais les cours, c'est comme je les ai déjà prêts, en fait. Au contraire, ça me fait voir des gens, c'est très bien.
parce que c'est très austère de rester quand même 6 heures à écrire comme ça. Normalement, 4 heures, ça devrait être le max déjà. Non, puis en plus, toi comme moi, on travaille à la maison, donc c'est vrai que c'est un cadre différent que si tu sors, tu vas dans un bureau et tu croises du monde. Quoi. Oui, non, puis là, c'est la solitude absolue. Hein. On est seul face à son livre et on s'attache tellement. Quand j'ai fini mon second livre, j'ai eu une semaine de deuil, en fait, vraiment. En fait, je n'arrivais plus j'avais trop de mal à les quitter, et donc là, je les retrouve, donc c'est très bien. Mais on réalise qu'en fait, d'un coup, ils n'existaient pas. C'était pas nos copains, quoi. Mais moi, j'ai la même chose des fois, tu sais, en lisant des livres. Et le pire, c'est quand c'est très bien, tu lis très très vite. Mais après, c'est horrible parce que c'est fini. Donc... Voilà, et ben là, c'est encore pire parce que je les avais depuis octobre. Je les ai finis en mars, mais pendant une semaine, j'étais à Garde. Et là, donc depuis mars, j'avais pas réouvert mon livre. Et c'est un énorme plaisir de le reprendre avec quelqu'un, justement, qui m'aide avec un niveau de technique incroyable. Parce que le seul lien entre les deux, hormis l'amour maternel, c'est qu'il y a un enfant qui raconte la moitié du livre. Et ça, c'est un gros travail. C'est un gros challenge littéraire. Donc là, on travaille sur ça. Beaucoup. Ok. Bah écoute, ça donne envie. Voilà. Donc là, on parle de tes 2 livres. Et donc, on attend avec impatience le deuxième. Le deuxième. Si les gens veulent te rencontrer et aussi lire des livres, faire des découvertes, t'organises depuis quelques mois ou plus Depuis un an, en fait. Depuis un an, ouais. Un événement. Est-ce que tu peux nous en dire oui, plus ? alors c'est pas pour me rencontrer, hein, c'est vraiment pour échanger. Oui, mais là, peut-être que les gens, après le podcast, vont vouloir... je ne vends pas mes livres pendant... c'est plus voilà, pour échanger des livres de poche. Comme je me suis mise à beaucoup relire l'année dernière, je me suis dit quand même c'est dommage, il y a des livres qu'on lit et qu'on relira jamais en fait, et qui sont quand même très bien, mais qu'on ne veut pas forcément garder. Et donc j'ai lancé ce café, alors là, à l'époque c'était le matin, donc le café qui bouquine, d'échange de livres de poche, chacun vient avec 2 et chacun repart avec 2. Et c'est vrai que ça alors c'est pas un club de lecture, hein, parce qu'on n'est pas obligé ni de venir régulièrement, ni de lire ce qu'on a pris d'ailleurs, ni d'aimer, ni de lire tout le programme, il n'y a pas de programme. Chacun vient avec 2 livres et repart avec 2. On est 8-10 à chaque fois, c'est une fois par mois. Et ce qui est sympa, c'est que donc chacun a des goûts, il y a des goûts très hétéroclites, mais chacun trouve toujours quelque chose qui lui plaît. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas juger. Il y a de la littérature pour tout le monde. Donc essayons d'éviter surtout d'éviter de dire ah oui mais ça c'est nul ou ah ben ça j'aime pas. Non, en fait, que chacun retrouve et soit à l'aise de partir avec ce avec quoi il a envie de partir. Il y a vraiment de tout. Et puis il y a des fidèles qui viennent chaque mois, mais il y a aussi des gens qui viennent qu'une fois et puis qui repartent. Et voilà. Donc maintenant c'est le soir parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes sur France à Munich pour que ce soit le soir. J'ai pas trouvé de café idéal. Donc si quelqu'un a une idée d'ailleurs, il peut me le dire. Là j'ai pas encore réservé pour le 25 septembre. Et c'est assez sympa. Moi j'ai lu plein de choses comme ça qui ont circulé et que j'aurais jamais lu sinon, parce que le principe c'est que plus le livre est bien en fait, plus les gens vont le ramener. À chaque fois, chacun présente 1 minute son livre, 1 ou 2 minutes juste pour nous dire ce qu'il y a dedans. D'accord. Et qu'on prenne un livre qui nous intéresse. Et ça marche bien. Donc la prochaine date, c'est le 25. Le mercredi 25. C'est mercredi, donc c'est sur France Munich. J'ai pas communiqué de lieu parce que pour l'instant on le fait à Saint-Jakobsplatz. Mais le café est assez bruyant, donc ce serait bien qu'on trouve autre chose. À quelle heure ? À 20h30, ça dure en fonction du nombre de gens, 1h15, quoi. Ok, et puis de toute façon, tu annonceras l'endroit un peu plus tard. Oui, alors je le mets sur Munich Nana, sur Français à Munich, voilà. Ah, super. Est-ce que tu es prête à passer aux petites questions rapides ou Questions pour un champion, voilà. Je suis pas sûre de répondre. Top chrono, c'est parti. Quel est le quartier où tu te sens chez toi, à Munich ? Alors, Heidhausen, sans conteste, sans hésitation. Donc, on y habite depuis 5 ans. Alors, on déménage dans 1 mois. On va pas très loin. On va juste à Giesing-Bahnhof. Mais voilà, c'est un quartier que j'adore, qui me fait penser, en fait, ça n'a absolument rien à voir, mais je me ressens un peu comme à Aix-en-Provence, avec son petit marché, ses petites ruelles. J'adore. En un peu plus froid. Ah, oui, un peu. Mais en fait, à Munich, j'ai découvert que l'hiver existait. Et ça, c'est quelque chose de très beau, l'hiver.
Alors, ça va sûrement être Heidhausen, on va voir. Tes restos préférés. Alors, j'ai toujours plusieurs catégories. Donc, un resto plutôt pour le soir, pour un dîner en amoureux. Alors, nos dîners d'amoureux, on les fait systématiquement chez Mitani, qui est le restaurant japonais qui est en bas, dans la rue, qui est sur Hablestrasse, qui est à ses côtés par les Japonais, en fait, eux-mêmes dans Munich, et qui propose du shabu-shabu. Ok, donc ça, c'est ce que tu nous super conseilles menu. de... Je vous le conseille pas parce que sinon j'aurais plus de place, mais qu'il est tout petit et qu'il faut vraiment réserver. Mais oui, vraiment. Alors nous, on adore tout ce qui est cuisine asiatique au sens large, même si comme on habitait en Chine, on n'aime pas dire asiatique, ça veut rien dire. Mais voilà, donc la cuisine japonaise, c'est une cuisine qu'on aime énormément. Cette fois-ci, un resto plutôt une soirée entre copines ou entre amis, quelque chose de... Alors, pour une soirée, je ne sais pas. Ou pour le midi, un déjeuner, ouais. alors toujours à Heidhausen, il y a le Café Noël qui est sur Metzestrasse, qui est hyper sympa. D'ailleurs, ils sont francophones. Enfin, madame est francophone, monsieur ne l'est pas. Cuisine d'origine algérienne ou tunisienne, je ne suis pas sûre. Est vraiment très bonne, ils ont une petite terrasse mais l'intérieur est hyper sympa et c'est là que j'ai organisé les premiers cafés Kibukin et c'est vraiment dès que j'ai un rendez-vous avec mes étudiants ou quelque part je vais là. Super. Et un endroit plutôt où on peut aller avec les enfants, par exemple le week-end si vous voulez manger un midi Alors très basiquement on va beaucoup au Menterschweig qui est vraiment super côté Biergarten, je pense que c'est le Biergarten le plus sympa. Et sinon il y a alors là on est allé là tous les derniers week-ends où il a fait beau, c'est-à-dire pas le week-end dernier. On est allé à Nordbad à Tutzing sur Starnberg où il y a une espèce de petite buvette enfin un restaurant mais restaurant allemand avec les schnitzels, etc. Et un club de voile en fait. Et le lieu est sublime. On a mangé là le soir avec les enfants, c'est incroyable. Ok, super. Donc une idée pour un week-end où il fait beau. Faudra attendre peut-être un petit peu. C'est un club de voile. Faudra attendre l'année prochaine. Ouais, je pense. Les gens auront oublié entre-temps. On n'est pas à Aix-en-Provence justement. Un lieu coup de cœur pour toi à Munich? Alors, je vais dire un lieu absurde. Non, mais j'adore Starnberg, j'adore tous les lacs en fait. Mais vraiment, Starnberg est un lieu de coup de cœur. Il y a un endroit que j'adore, mais vraiment, c'est absurde. Je serais la seule personne à parler de cet endroit. Je vais beaucoup au zoo avec mes enfants. Depuis 4 ans, on a la carte. Et il y a la grande volière extérieure, enfin celle qui est sous la grille, qui est un endroit apaisant. L'été, avec tous ces grands oiseaux qui volent, j'adore cet endroit. Ok. C'est vraiment absurde. Non. Mais on peut pas aller y passer l'après-midi. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que je vienne écrire. Là, il y a personne. C'est génial. Oui, peut-être que ça peut être un endroit propice à l'inspiration. Ouais. 24 heures avec des amis à Munich, qu'est-ce que tu leur montres? Alors, on va au Biergarten, soit à Wienerplatz. Wienerplatz, c'est un endroit que j'adore. Soit au Menterschweig. Généralement, on fait un petit tour dans la ville. On essaye de prendre des vélos. Puisque d'ici, en fait, on est sur l'Isar en 2 minutes. Donc, on va remonter l'Isar ou descendre l'Isar à vélo. Ça, c'est vraiment des choses qu'on aime beaucoup, qu'on ne pouvait pas faire à Paris. Et 24 heures à l'extérieur de Munich? On va au ski. Au ski, ouais. Au ski, à Garmisch. On est beaucoup allé à Garmisch l'année dernière, mais oui, le ski, ça, c'est vraiment bien. Ou à la montagne, ou à Starnberg, toujours. Le podcast s'appelle Décide-moi Munich. Et donc, je demande toujours à mon invité de résumer, soit avec quelques adjectifs, soit une couleur, soit, je sais pas, une image, un symbole, ce que représente Munich pour eux. Ah, je croyais que ce que représente Décide-moi Munich, parce que j'avais déjà ma réponse toute prête. Non, justement, voilà, de dessiner ton Munich. Voilà, si tu devais dessiner ton Munich, tu le dessinerais comment? Alors, c'est une ville qui est pour moi hyper agréable et du coup j'y mettrais, qui est très festive. J'y mettrais beaucoup de couleurs et de fêtes. C'est vrai que parfois il fait gris, mais il y a quand même une luminosité les jours de beau temps qu'on n'a pas ailleurs. Alors dans les couleurs fortes pour Munich, c'est pas une couleur, mais il y a le blanc parce que l'hiver, moi la découverte de l'hiver sous la neige, ça a été, c'est quelque chose de magique. C'est vrai que c'est compliqué avec les enfants, mais c'est magique.
Et le froid, du coup, me gêne beaucoup moins. L'hiver me gêne beaucoup moins. Il y a Munich est une ville verte, évidemment, puisqu'elle est extrêmement lumineuse et qui devient toute dorée à l'automne. Donc, il y a beaucoup de couleurs qui viennent quand je pense à Munich. Et ce doré aussi, l'automne, c'est une saison que j'ai découverte que je ne connaissais pas, en fait. À Paris, il n'y a pas beaucoup d'arbres, finalement, dans les rues. Et à Aix-en-Provence, l'hiver, il fait 15 degrés. Hein, donc, malheureusement. Quand j'appelle ma mère, qu'elle me dit qu'il fait 15 et qu'il fait froid, je dis oui, mais moi, il fait moins 15. Donc, voilà. Et puis, voilà, je décrirais vraiment Munich... je sais pas, c'est pas une couleur, mais par la fête, en fait, en permanence. Cette convivialité dehors, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a l'Oktoberfest, ensuite on remet ça avec les marchés de Noël, qui sont pour moi quelque chose de magique. Ensuite, on remet ça avec la Frühlingsfest. On fait toujours quelque chose dehors à faire la fête. Donc, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans, que tu es à Munich. Quels seraient tes conseils à justement des francophones ou autres, même des expatriés là, qui arrivent à Munich pour se sentir bien, pour s'intégrer rapidement? Alors, déjà faire l'effort, en fait, de le faire, parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas forcément. Et alors, je vais donner un conseil qui est très personnel, mais quand j'étais en Chine, on a fait énormément d'efforts pour s'intégrer auprès des Chinois, et ça n'a pas marché. Et donc là, on a cherché... En fait, on est toujours les étrangers, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense qu'il faut passer par les communautés françaises. Il ne faut pas se dire, je vais aller à Munich et je vais vivre ma vie d'allemand, parce qu'en fait, on ne sera jamais allemand, à moins qu'on ait un conjoint allemand et qu'on parle parfaitement allemand. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être entouré de Français. Et donc, il y a évidemment l'école française, les communautés françaises. Ça ne veut pas dire qu'on met nos enfants où on veut, mais il faut s'intégrer dans cette communauté française. Et c'est très facile quand on prend le temps. Ça peut être... les mamans à la sortie de l'école pour un café, mais c'est un effort de temps. Il y a aussi toute la communauté française autour de l'église française, qui est quelque chose d'énorme. Il y a tout français à Munich. Enfin, on peut trouver en fait tout ce qu'on veut, mais il faut y aller. Il ne faut pas se dire je vais être copain avec mes voisins allemands. D'abord, il faut chercher les Français. Et donc le contact est souvent beaucoup plus et après, voilà, facile, dans un second temps, on fera les copains allemands. Mais du coup, c'est vrai que nous ici, on s'est intégrés très très vite grâce à ça. Grâce à l'école, énormément, grâce à l'école. Et pourtant, mes enfants étaient à la crèche allemande, hein, mais j'ai gardé beaucoup moins de contacts. Et avec l'école, ça va très vite, parce que comme on est une communauté d'étrangers, les gens sont très solidaires, les gens sont toujours là s'il y a besoin d'aide, les gens sont très chaleureux, accueillants, ils sont prêts à aider. Et c'est vrai que nous, c'est aussi une des raisons pour laquelle on reste à Munich, et on n'a pas envie de partir, c'est qu'on a ici un réseau d'amis comme on n'en a jamais eu, en fait. Puisqu'à Paris, tout le monde a sa famille, tout le monde est éclaté, et on n'a pas cette communauté-là. Donc il faut s'intégrer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, et là, je pense beaucoup aux femmes, puisque c'est souvent les femmes qui laissent tomber leur boulot. Même dans mon cas, c'était un choix, mais les choses ne se sont pas passées du tout comme je voulais. Et il ne faut pas avoir peur de... Et puis, a priori, dans le tien aussi, tu t'es lancé... faut pas avoir peur de se lancer en fait dans des trucs, de se laisser porter et de se lancer dans un truc inconnu. Moi, j'étais anti, jamais j'aurais pensé que j'allais me mettre en freelance. C'était pas du tout mon truc. Jamais j'aurais pensé que j'allais écrire un roman. Et finalement, à se retrouver face à la difficulté, j'aurais pu retrouver un boulot tout de suite et repartir sur ma routine. Et le fait que ça ne se soit pas passé, j'ai tiré le meilleur de moi, parce que je suis allée chercher vraiment d'autres choses. C'est exactement, enfin, ce que je pense et je partage avec toi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, et d'ailleurs c'est une de mes grandes idées avec l'agence, c'est l'expatriation, ça peut être très très mal vécu, et surtout quand t'es une femme qui suit, et si tu retrouves pas du travail, et il y a beaucoup de gens qui arrivent, et je l'entends, et là j'ai entendu plusieurs fois en me disant je parle pas l'allemand, ou j'ai dû quitter mon travail, et tout de suite ça pèse beaucoup. Et en fait, l'allemand, la langue, ça aide, mais l'expatriation, c'est aussi le moment, comme tu dis, de tenter autre chose, de peut-être se réinterroger sur c'est quoi en fait tes talents, c'est quoi tes vraies envies, et comme tu le disais, l'opportunité, d'essayer quelque chose que tu n'aurais peut-être jamais fait si tu étais resté dans ton environnement. Exactement. Quotidien. Et autour de moi, j'ai dans mes amis proches, j'ai que des personnes justement qui sont allées chercher
en fait, quelque chose de différent et qui ont tenté. Donc, je pense que l'exemple le plus emblématique à Munich, même si elle n'est plus là, c'était Marie-Charlotte, justement, avec la Mademoiselle Munich, où elle avait monté ce business incroyable, en fait. Et pourtant, l'allemand n'était pas la question, en fait. Elle a su se servir de ses compétences et les faire différemment. Mais il y a pas qu'elle. Donc la personne qui m'a fait les marque-pages, justement, elle a changé complètement aussi. Lucie Folschein, elle est passée dans le graphisme. Et ça marche bien. Il y a toutes les aventures, Dessine-moi Munich, Vivre à Munich aussi. Ils ont créé quelque chose à partir de rien. Donc il y en a plein, en fait. J'ai beaucoup d'amis freelance. Non, et c'est un message, je pense que c'est un message positif et d'espoir. Et freelance, oui, c'est pas simple, c'est vrai, tous les jours, c'est beaucoup de responsabilités. Mais comme tu le disais, en tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est la flexibilité et la liberté. Alors, que si tu as envie d'être présente pour tes enfants, tu peux être présente. C'est une organisation. Mais... C'est sûr que pour être claire, j'ai pas le même salaire qu'avant. Oui, bon. mais c'est pas que... alors, tant qu'on peut le faire, faisons-le. Et par contre, avant, j'étais pas à ce point-là disponible pour mes enfants. Et ça, finalement, ça n'a pas de prix, quoi. Et tout en faisant que des choses que j'aime. Donc, et en bricolant, parce que je donne des cours. Il y a eu un moment, j'ai rencontré une coach ici, c'est une maman de l'école. Et en lui racontant ce que je faisais, j'écris, je fais du conseil, je fais du marketing. Je me suis dit, mais elle va trouver que je suis complètement désordonnée. Et en fait, non, elle m'a dit, mais laisse-toi porter, en fait. T'écris des histoires dans tous les cas, dans tes coachs, etc. Laisse-toi juste porter et tu verras que quelque chose va en sortir, quoi. Donc, faut juste... moi, cette expérience munichoise, après 5 ans, où les choses se sont construites, j'en reviens pas moi-même, en fait, là, de me dire, je vais avoir un roman en librairie en avril 2020. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, je remercie Marabout beaucoup. Je ne le dirai jamais assez. Et du coup, voilà, tout ça ne serait pas arrivé, en fait. Si j'avais eu la chance ou malchance de retrouver exactement mon boulot, je ne me serais jamais posé cette question-là. Et la dernière question, donc, que je pose toujours aussi, qui est au conditionnel, tu noteras, si tu devais quitter Munich, qu'est-ce qui te manquerait le plus ? Les lacs. J'adore. Aller passer le week-end sur les lacs, pour moi, c'est magique. On a fini l'interview, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu veux ajouter avant qu'on... Alors, je me demandais si Dessine-moi Munich, du coup, c'était un lien avec Le Petit Prince. Oui, j'imagine que oui, il est là, juste en face. C'est un de mes livres fétiches. Donc, Et c'est pour ça que le logo, je ne sais pas si tu as vu, ça reprend en fait la planète du Petit Prince, et puis mais avec la skyline de Munich. Donc oui, bien sûr, il y a une grande référence. Avec ces pages magnifiques du Petit Prince. Donc on finit sur la littérature. Super. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Rebonjour, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ou bien si vous avez des suggestions, laissez-moi un message sur le site dessinemoimunique.com ou bien un commentaire et 5 belles étoiles sur iTunes. Ça compte énormément pour moi. Pour retrouver toutes les références dont on a parlé, le compte Instagram d'Aurélie et les liens vers l'ouvrage, rendez-vous également sur le site. Encore un énorme merci à mon invité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un indice, cette fois-ci, ce sera un homme.